Bonjour, bienvenue à Laval en bref. Ici Anne-Marie Kerouac, en remplacement cette semaine de Vanessa Ross. Au menu de l'émission aujourd'hui, plusieurs choses. Tout d'abord, on va vous parler, entre autres, d'un événement qui aura lieu la fin de semaine prochaine, le samedi 20 octobre, la forêt hantée au bois de l'Équerre. On parlera également d'abus financiers avec le président de DIRA Laval. Également, il y a l'Expo Diabète, 14e édition, qui aura lieu le 11 novembre prochain. Et on vous parlera également d'une collecte de vélos qu'organise Cyclo Nord-Sud au Collège Montmorency le 28 octobre prochain. En deuxième portion d'émission, ce sera la vitrine communautaire. On parlera cette semaine avec deux représentants du groupe Alpha Laval. On parlera entre autres d'alphabétisation avec eux. Également deux personnes qui viennent nous parler des popotes roulantes de Laval. Et on terminera cette émission avec le président fondateur du théâtre de Polichinelle, Louis Sarraeva, qui lance un appel aux jeunes comédiens qui veulent faire partie de sa troupe de théâtre de marionnettes. Bienvenue à Laval en bref. Dans quelques jours maintenant, dans un peu plus de 2 semaines, on va célébrer l'Halloween un peu partout au Québec. Et dans quelques jours, la fin de semaine prochaine, le 20 octobre, vous pourrez avoir un avant-goût de cette ambiance d'Halloween en allant vous promener dans une forêt hantée. Et pour nous en parler, pour nous parler donc plus amplement de cet événement et d'où il se situera, j'accueille le président de la Corporation pour la mise en valeur du bois de l'Équerre, M. Michel Bourgault. Bonjour. Bonjour. Donc, je parlais de cette forêt hantée. Dans quelques jours, le 20 octobre, les gens pourront, pour la première fois, se promener dans une forêt hantée à Laval. Oui. Nous avons décidé cette année, la responsable des activités, surtout, Marianne Massé, a décidé avec son conjoint de préparer un programme pour justement faire découvrir aussi le bois pour certaines personnes qui ne l'ont pas encore découvert. Donc, cette activité-là va avoir lieu justement samedi, le 20, si la température coopère naturellement. Sinon, on le remet au lendemain, le 21, dimanche le 21. Parfait. Avant de donner plus de détails sur cet événement, j'aimerais qu'on parle justement de l'emplacement. C'est un emplacement assez exceptionnel pour Laval, un milieu protégé écologique. C'est le bois de l'Équerre. Pouvez-vous nous dire où il est situé un peu sur l'île de Laval? Bien, sur la prolongation du boulevard Le Corbusier, donc qui devient le rang de l'Équerre. Et il y a le croisement avec le chemin de l'Équerre. Donc, d'où le nom de l'Équerre, probablement, à ce moment-là, quand ils ont déterminé le nom du... et ça couvre une superficie d'environ 225 hectares que nous, on souhaite protéger du développement soit résidentiel, soit industriel. Et il y a un milieu forestier quand même assez exceptionnel, un écosystème forestier exceptionnel du côté de l'école, derrière l'école des Cardinaux. Donc, c'est un milieu quand même riche en diversité. Parce que les gens peuvent le visiter à l'année. Il y a des sentiers pédestres pour découvrir... Des sentiers qu'on essaie d'améliorer, qu'on essaie de rendre agréables. La signalisation, par la signalisation aussi, mais souvent c'est détruit par du vandalisme qui se fait à l'intérieur du bois, malheureusement. De même que des feux à l'occasion qui risquent de nature humaine? Oui, c'est de nature humaine. Il y a beaucoup qui détruisent sans s'en rendre compte, là, ce merveilleux boisé là, qui risque de disparaître aussi par d'autres moyens, là, comme du développement, mais ça, les contrôles sont assez limités pour nous, étant donné que c'est zoné dans la majorité des cas résidentiels, industriels et aussi agricoles. Donc, il n'y a pas de protection comme telle de ce territoire. Du territoire. Donc, c'est appelé à du développement, puis ça se manifeste aussi actuellement, là, par du défrichage qui se fait. Là. Vous avez eu l'occasion. Les gens de Laval ont dû, par les journaux locaux, se rendre compte qu'on avait
du développement qui se préparait. Se rétrécit. L'industriel doit aussi se développer. Et le résidentiel, d'après nous, il y a d'autres endroits possibles pour du développement mais les promoteurs qui sont propriétaires veulent, eux autres, c'est un emplacement prisé. C'est ça. Donc, on a parlé donc de ce bois de l'Équerre et justement, si on revient à cet événement du 20 octobre, cette forêt hantée, l'événement s'adresse essentiellement aux enfants. Oui, mais pas les très jeunes, parce qu'ils risquent d'avoir des petits frissons ou des gros frissons, là, puis des problèmes ensuite pour dormir. Pour dormir, la nuit suivante pour être... Donc, ça s'adresse surtout aux jeunes entre 7 et 12 ans. On l'a ciblé, cette clientèle-là, plus particulièrement. Donc, à partir de 4 heures, c'est sûr que l'événement ne sera pas complètement à la noirceur, parce que... On jugeait que... Pour pas... c'est ça, c'est que ça peut être un peu plus risqué aussi de se déplacer dans le noir, malgré que dans la forêt, ça va être un petit peu plus sombre que... Et justement, qu'est-ce qu'ils doivent amener, les enfants? Une lampe de poche. On leur demande d'apporter une lampe de poche pour se diriger, devenant que ça soit sombre cette journée-là, puis que ça soit plus sombre dans le bois. S'ils veulent se costumer, il n'y a pas de problème. Nous, il va y avoir des décors qui ont été préparés en collaboration, par exemple, avec Rona du boulevard Sainte-Rose, Rona Coupal du boulevard Sainte-Rose, donc qui nous a donné beaucoup de matériaux nécessaires à la construction des décors que nous allons faire. Puis il va y avoir de l'animation aussi. Il y a des bénévoles qui vont faire leur service. Donc, c'est un circuit? Il va y avoir un circuit avec différents endroits, qui va avoir un thème en particulier dans chacun des endroits qui est prévu. Je ne veux pas dévoiler d'avance. Non, on ne va pas dévoiler ce qu'il va y avoir dans le circuit. Mais on se présente donc à partir de 16 h. À partir de 16 h jusqu'à 18 h à ce moment-là. Dans un endroit précis du parc. Au stationnement qui se trouve sur le rang de l'Équerre. À ce moment-là, puis les gens vont partir, découvrir, et à la fin, les jeunes peuvent avoir... il va y avoir des cadeaux, des sacs de friandises qui vont être donnés grâce à notre commanditaire, Arachide Dépôt, du boulevard Sainte-Rose, qui est maintenant sur le boulevard Sainte-Rose, qui était anciennement sur le boulevard Labelle. Donc, les enfants vont pouvoir déjà préparer leur sac de bonbons en prévision du 31 octobre. Ils vont déjà, c'est ça, remplir un petit peu, faire de l'accumulation. On les manger la fin de semaine, le lendemain, comme ça arrive souvent. Vous les autorisez. Oui, c'est ça. C'est difficile d'attendre. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, on rappelle l'événement La Forêt hantée qui va avoir lieu au Bois de l'Équerre à Laval le samedi 20 octobre de 16 h à 18 h. Et je crois que vous cherchez aussi des bénévoles pour participer à l'événement. Des bénévoles, on en a suffisamment pour l'événement. D'accord. Mais les gens qui sont intéressés à nous soutenir financièrement, ils peuvent devenir membres de la corporation. C'est au coût de 10 $. Ils peuvent s'inscrire même sur Internet, sur notre site, en allant sur notre site, et www.boisdeléquerre.org. Donc, à ce moment-là, ils peuvent rentrer membres et même contribuer directement par Internet à Canadon, qui est indiqué sur le site. Parfait. Je ne voudrais pas oublier aussi les autres commanditaires. Non, allez-y. Oui, parce que j'ai dit, ça nous est il y a Location Idéale aussi, qui nous a fourni de l'équipement. Il y a Au Bienfrais qui nous fournit les citrouilles. C'est un kiosque de fruits et légumes qui est sur la montée Saint-François, à Laval. 1600 montée Saint-François à Laval, qui nous offre plusieurs citrouilles que nous allons mettre sur le site. Sur le site. Donc, samedi 20 octobre, 16 h à 18 h, La Forêt hantée. Il revient au lendemain. Si, en cas de pluie, il remet au dimanche 21. Oui. Michel Bourgault, président de la Corporation pour la mise en valeur du Bois de l'Équerre. Merci beaucoup. Bienvenue. À Laval en bref, aujourd'hui, on va parler maintenant d'abus envers les aînés, mais surtout d'un organisme d'IRA Laval qui œuvre à dénoncer, informer et surtout
comme je disais, dénoncer ces abus, les négligences, les violences envers les aînés. Pour en parler et plus spécialement parler aujourd'hui des abus financiers envers les personnes âgées, j'accueille le président de DIRA Laval, M. Gilles Fournier. Bonjour. Bonjour. Donc, je le précisais, votre organisme, c'est d'abord de dénoncer ces abus envers les aînés. Ça fait de nombreuses années que vous travaillez ici sur le territoire de Laval. Ça fait 10 ans que l'on existe. Quand on a commencé, on se disait qu'il n'y aurait pas plus que 50 demandes par année. Et l'an passé, on en a eu 400. On a eu 5000 appels téléphoniques de demande d'aide. C'est incroyable. Et pour des abus ou des problèmes en tout genre aussi qui concernent plusieurs facettes de la vie des personnes âgées. Oui, là, aujourd'hui, on a décidé de parler des abus financiers. Je vais apporter une nuance, par exemple. L'abus financier, c'est différent de la fraude. La fraude, tout le monde en parle. Ne donnez pas votre NIP, etc. Mais l'abus financier, là, ça s'adresse aux voisins, ça s'adresse aux amis. Sournois aussi. Oui, c'est subtil. C'est pas toujours évident. L'abuseur, il manipule, lui. Alors, comment est-ce que ça se construit? Il y a des cas ça fait partie, c'est dans la majorité des demandes d'aide que vous recevez concernent des abus financiers. 40 40 40 Et je vous dirais que c'est surtout dans le voisinage des aînés. Ça peut être un parent, un ami, un voisin qui dit je veux votre bien, mais en français, il faut faire attention, il veut s'accaparer de vos biens. Ouais. Il y a une grosse nuance. C'est pour ça que les personnes âgées peut-être ne soupçonnent pas à la première approche qu'il va y avoir un problème, parce que ce sont des gens en qui elles ont confiance. Ouais, les personnes âgées ne se méfient pas. Se laissent facilement parce que, en vieillissant, quand on atteint 80 ans et plus, il y a plus de bonhomie. Il n'y a personne de méchant. Tout le monde est beau, tout le monde est fin. On est bien à notre retraite, mais à un moment donné survient le malheur. Puis là, comme c'est arrivé tout récemment, il y a des organismes qui nous parlent de ces temps-ci, des hypothèques inversées. Puis ça se présente bien à la télévision. Ils disent, si vous êtes âgé, vous voudriez continuer votre train de vie, bien, nous autres, on va vous donner une valeur de 40 de la valeur de votre maison. Vous allez être bien, vous allez rester là. Vous n'avez rien payé. Sauf que, quand ils disent que c'est 40 de la valeur de la maison, on a eu un cas où ils ont offert au vieillard 80 000 sur sa maison qui valait 200 000. Dans le contrat, on lui disait, oui, bien là, tu l'as signé. Le chèque qu'on va te remettre, cependant, c'est 50 000. Parce qu'il y a des frais de fermeture. Vous voyez comment est-ce que le gars venait de se... Ouais, il y a c'est pas des pénalités, parce que les autres disent il y a des frais de fermeture. Ça nous coûte quelque chose, il y a le notaire, il y a l'évaluation, tout ça, il faut mettre ça dans un montant quelque part. Puis il avait enlevé sur son compte 30 000 $. Et puis le monsieur a signé. Moi, j'en revenais pas. Il aurait pu aller à la banque, il aurait pu demander une marge de crédit. Et même, j'ai lu un article dans la presse où il disait que c'est le moyen de financement le plus dispendieux. De se servir de sa maison pour avoir de l'argent. La presse donnait un exemple. Sur 15 ans, si vous avez pris cette proposition-là, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, si vous avez pris cette proposition-là, dans une marge de crédit, vous aurez sauvé 115 000 $ en 15 ans. Plutôt que d'aller dans ce genre de système-là. Alors, les vieux embarquent. C'est attirant, hein? Se faire dire, j'ai pas trop d'argent, ma pension n'est pas indexée, tandis que là, je vais avoir cet argent-là. C'est un gros montant d'argent. Ils font croire qu'ils n'ont pas à le rembourser. Dans le fond, c'est le contraire de faire un emprunt conventionnel. Parce que si vous faites un emprunt conventionnel, que vous le remboursez, vous remboursez capital et intérêt, et à la fin, votre maison vous appartient, tandis que dans ce cas-là, elle ne vous appartient pas. Mais la dette augmente. Et vous vendez petit à petit une partie de la maison. Exact. Et sinon, quelles autres formes vont prendre les abus financiers là, chez vous, les gens qui vous approchent? Il y a toutes sortes de formes. Il y en a qui sont pernicieuses. Puis il y en a qui se préparent de longue date. Quand on voit, par exemple, une dame qui se fait molester par son fils parce que lui, c'est un alcoolique qui a besoin d'argent, il vient solliciter sa mère à tous les fins de mois, elle refuse de lui en donner, puis il l'abat. Lui verse un pot d'eau sur la tête ou va allumer le rond de poêle puis lui mettre la main sur le rond de poêle. Hein? Ça peut aller jusque-là. Jusque-là, puis lui, il est rendu en prison. Là. Tu sais.
Mais ce n'est pas tous des cas dramatiques comme celui-là, mais il y a quand même les enfants qui ont des fameuses procurations. Hein? Puis là, ben, ils abusent de la procuration parce qu'ils ont besoin d'argent. La personne qui vit au-dessus de ses moyens, auquel on donne cet outil-là, comme grand-parent, on dit « je vais te donner une procuration ». Ben là, qu'est-ce qui va se passer? Si lui en a besoin, il va piger dedans. Il y en a qui sont assez manipulateurs. Ils vont dire « ben maman, je viens te voir tous les mois, je t'apporte ton argent, mais je me suis pris 350 pièces. » Puis il fait ça tous les mois. J'en ai besoin. Ouais. C'est quand c'est sa sœur qui appelle qui dit « là, je trouve que mon frère, il abuse. Qu'est-ce qu'on fait? » Alors là, on peut intervenir. Et justement, quand les gens vous appellent, quels sont les premiers conseils là, que vous pouvez leur donner? Bien, d'abord, on commence par connaître le cas. Parce que les aînés ne nous donnent jamais leur juste au point de départ. Ils vont donner une version, mais on n'a pas tous les aspects de la version. Quand on découvre qu'ils ont signé des documents qu'ils n'auraient jamais dû signer, faute de méconnaissance, à cause de la méconnaissance des lois, ah ben là, on peut intervenir. Puis on peut se servir aussi beaucoup, dans les cas du loyer, de l'aide juridique. Ça ne coûte rien, l'aide juridique. Ouais. Mais, voyez-vous, il n'y a pas deux cas qui se ressemblent, mais ils sont à peu près tous dans le même pattern. Tu sais. La menace, le chantage, la manipulation, les mensonges, tous ces trucs-là, ils y vont. L'abuseur se sert de tout ça pour venir à convaincre l'autre. Il y a très peu de comptes, c'est-à-dire de cas d'abus financiers qui ne sont pas attachés à de la violence psychologique. Des fois, ça commence subtilement. La fille qui va dire à sa mère, « ben, maman, pourquoi si tu achètes une belle robe comme ça, tu n'as pas besoin à ton âge? » Ouais. Qu'est-ce qu'elle prépare? Là? Elle trouve que son héritage, maman est après l'utiliser. C'est pourtant son argent à elle. Tu sais, mais il faut faire attention à ces phrases-là. Des fois, c'est symptomatique. Et pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient vous contacter, on peut le faire comment? Ah bien, nous autres, par téléphone, à 450-681-8813, et c'est gratuit. L'avantage de Diroc, c'est que ça ne coûte rien. Et on a une trentaine de bénévoles, on a 5 employés, et qui sont chacun spécialisés dans leur domaine. Et c'est pour ça qu'on peut rendre autant de services que les autres organismes ne font pas. Nous, il y a une grosse nuance, c'est qu'on fait de l'accompagnement. On va jusque devant les tribunaux administratifs pour aider les aînés à sortir de ces patrins-là. Donc, vous restez avec eux jusqu'à ce qu'ils se sortent de la situation. Oui, on est le seul organisme qui fait de l'accompagnement à ce point-là. Et c'est ça qui fait la caractéristique de DIRA, parce qu'on dit, DIRA, c'est un acronyme, ça veut dire dénoncer, le D, I veut dire informer, R veut dire référer, mais A veut dire accompagner. Et la personne qui rentre chez nous, qui a 83 ans, puis elle dit, on veut me mettre à la porte de mon loyer, puis on lui dit, je vais aller devant le juge. Elle se met à pleurer, elle dit, j'ai jamais été devant le juge, je peux pas. Surtout à cet âge-là, on peut pas s'imaginer faire ces démarches-là. Là, on l'amène dans un petit bureau pour dire, vous allez tous nous compter ça, là, puis on va vous aider. Je peux vous dire que ça fonctionne. On a un taux de réussite d'à peu près 90 %. Et le 10 % des fois, on l'échappe, on n'est pas capable de tout régler. Mais vous avez tout essayé pour... Bien, on fait notre possible, hein. C'est pas toujours facile, puis il faut pas, d'autre part, le prendre pour nous en disant « je l'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai manqué? » Mais des fois, on s'aperçoit qu'on pouvait pas gagner, parce que tout était contre cette personne-là. Elle avait déjà signé un document. Alors, quand quelqu'un âgé prend une entente, bien, il n'est pas exempt des lois, lui aussi. S'il a signé une entente, comme l'hypothèque inversée dont je vous parlais tantôt... responsable jusqu'à un certain point, mais ouais. Mais il y a certains abus qui sont déjà mentionnés dans les lois et qui disent, par exemple, si je vous donne une procuration, vous avez des obligations. Vous avez l'obligation de prendre mes meilleurs intérêts. Puis c'est marqué dans la deuxième ligne, vous n'avez pas le droit de vous en servir pour vos propres fins. Alors, imaginez-vous, quand on pince quelqu'un qui a abusé d'un aîné via une procuration, quel outil qu'on se trouve à avoir? C'est le Code civil. Parfait. Bien, écoutez, M. Fournier, c'est déjà tout le temps qu'on a pour aborder ce dossier immense des abus financiers. On invite les gens donc à vous contacter s'ils veulent avoir plus d'informations ou faire appel à vos services DIRA Laval. Le numéro de téléphone sera inscrit donc à l'écran. M. Fournier, merci beaucoup. Merci beaucoup et n'oubliez pas, c'est gratuit. C'est gratuit. DIRA Laval. Merci.
Depuis plusieurs années, on entend parler de cette maladie du diabète, maladie qui devient de plus en plus répandue au Québec, que ce soit dû à des mauvaises habitudes de vie ou tout simplement l'hérédité. Et fait à noter surprenant, c'est qu'un diabétique sur 3 au Québec ignore sa condition. Et pour donc en parler de cette maladie et parler d'un événement qui aura lieu prochainement à Laval, j'accueille la coordonnatrice de l'Association du diabète Laval-Laurentide, Mme Jocelyne Saint-Amour. Bonjour. 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 Donc, je le disais donc en introduction, puis le diabète, c'est vraiment une maladie qui se répand de plus en plus au Québec. Et à l'association, vous travaillez beaucoup à prévenir et surtout informer les gens sur cette maladie. Oui, l'association existe depuis 1984. On fait partie de Diabète Québec, qui est au niveau provincial. On est une des 47 associations. Et puis, notre but, c'est ça, c'est de prévenir, informer les gens, puis pour éviter les conséquences à long terme. Donc, on a beaucoup d'activités, de sources d'informations au bureau et dans toutes nos activités. D'ailleurs, on couvre Laval, mais aussi les Laurentides. Donc, on peut dire Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Rosemère, Blainville. On a des activités dans ces villes-là aussi. Des activités à l'année, vraiment à l'année oui. d'information et qui s'adressent aux diabétiques et à ceux qui ne le sont pas, qui veulent connaître Exactement. Davantage. On a des conférences mensuelles qui s'adressent à tout le monde, pas nécessairement aux membres. D'ailleurs, on a 2500 membres, mais il y a des rencontres pour tout le monde, la population en général. Donc, nos conférences mensuelles, c'est ouvert à tous. On a des journées de sensibilisation dans les centres d'achat ou des pharmacies pour dépister un peu, donner une idée aux gens si leur taux de glycémie est trop haut, bien, on leur conseille d'aller consulter parce que pour qu'ils puissent être informés rapidement. Le but, c'est d'être informés rapidement pour prendre en charge notre maladie. On a aussi des cours de prévention en soins de pieds parce qu'on sait que ça peut affecter les pieds. Donc, on a des podiatres qui donnent des cours. C'est très apprécié. On se rend compte que les gens ont beaucoup de problèmes au niveau de leurs pieds. Des rencontres avec diététistes parce qu'on parle d'alimentation, c'est la principale parce que problème. Le diabète, ça a des conséquences dans la vie quotidienne. Exactement. Fait que prendre des repas 3 fois par jour, hein, des fois, c'est un casse-tête quand on ne sait pas trop quoi faire. Donc, on a des rencontres avec les diététistes. Puis on a des livres aussi à l'association et beaucoup de documentation gratuite. Les gens peuvent se rendre au bureau puis ont accès à tous les dépliants informatifs, puis des livres de recettes qui sont bien identifiés, qui aident les personnes, ou des livres sur la maladie aussi. Ça fait partie... notre bureau est ouvert. Parce que souvent, les gens n'osent pas aller chez le médecin tout de suite quand ils ont peut-être un petit problème. Et le fait d'avoir accès à une bibliothèque comme ça, peut-être que les gens vont plus se diriger vers ça que d'aller tout de suite en centre de santé ou à l'hôpital. Oui, c'est sûr. On peut dire qu'on a beaucoup, en tout cas, à offrir. Dans les activités aussi, on a des ateliers de discussion pour les personnes qui sont à l'insuline. Donc, ils peuvent échanger entre eux parce qu'ils ne vivent pas tout à fait la même réalité que les gens qui sont de type 2. Les gens qui sont aux médicaments, donc c'est un peu différent. On pense à tout le monde, on veut informer tout le monde. On a des modules d'information aussi organisés en collaboration avec Diabète Québec. C'est pas mal ça. Puis si les gens veulent rentrer membres, bien, c'est 20 $ par année. Mais il y a une trentaine d'avantages parce qu'il y a les rencontres qu'on organise, mais aussi des rabais avec des entreprises qui offrent des services pour les personnes diabétiques. Donc, les professionnels aussi, fait que les gens peuvent en profiter. Plusieurs avantages. Et là, le grand événement de l'année pour vous, c'est l'Expo Diabète qui aura lieu le 11 novembre à l'Hôtel Sheraton de Laval. Expo Diabète, là, où les gens vont pouvoir assister à des conférences. Il y aura des exposants que ce soit du milieu de la santé, pharmaceutique. Donc, c'est un très grand événement pour vous. Oui, c'est la 14e édition et c'est rendu que les gens l'attendent. On pourrait dire qu'ils savent à chaque année, c'est au mois de novembre. Donc, c'est dimanche le 11 novembre. Oui, on a 3 conférences. L'événement est organisé sous la présidence d'honneur de Dr. Hélène Long, endocrinologue. Et puis, on a 3 conférences. La première à 10h30, Dr. Léo Breton, qui va parler de la rétinopathie diabétique. À 11h30, Stéphanie Hamel, qui est audioprothésiste.
Et le diabète, est-ce que c'est un danger pour l'audition? On pense que de plus en plus que oui. Parce qu'on pense aux problèmes de vision. Oui, c'est plus courant. Ouais. Mais là, ils commencent à penser que peut-être que ça peut affecter l'audition aussi. Et à 13h30, c'est notre présidente d'honneur, Dr. Hélène Long, qui va parler de l'aperçu des lignes directrices du 2013 sur le diabète. Et puis, c'est une journée porte ouverte. Donc, dans la salle des exposants, on a 42 kiosques. Et les gens, c'est de 10h à 16h, donc ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, ils font le tour de la salle et puis ils parlent aux professionnels de la santé, que ce soit au niveau des yeux, ces rétinopathies, endocrinologues, infirmières. Il y a des tests aussi, des tests de glycémie, pression artérielle, cholestérol. J'en passe parce qu'il y a plein d'activités. Il y a des massages sur chaise, il y a des dégustations, plein d'activités. C'est vraiment la plus belle journée là, pour aller s'informer. Et comme à l'association, cette activité ne s'adresse pas seulement aux diabétiques, c'est aussi pour tous ceux qui veulent en savoir plus dans un but de prévention. Aussi, exactement, c'est ça. Les personnes diabétiques vont trouver leur compte parce qu'ils peuvent avoir des réponses à leurs questions en parlant soit aux représentants de compagnies pharmaceutiques, soit aux professionnels, comme je disais, là, optométristes, diététistes. Et puis, les autres, oui, ils peuvent... il y a des tests de glycémie qui vont se faire sur place. Ça peut donner un indicateur. Et puis, aller chercher de l'information, là, parce que c'est la prévention, c'est le but. Parce que plus on le découvre rapidement, bien moins on va avoir des conséquences. C'est ça qui est important. Parfait. Donc, je rappelle, Expo Diabète, ça aura lieu le dimanche 11 novembre prochain à l'hôtel Sheraton Laval. L'entrée est gratuite. Oui. Et puis même pour les gens qui sont pas membres, ils vont pouvoir entrer membres gratuitement. S'ils n'ont jamais été membres, ça va être possible au kiosque de l'association. D'accord. Donc, de 10h à 16h. Et pour plus de détails, il y a le site de l'association diabètelaval.qc.ca. Madame Saint-Amour, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Ça me fait plaisir. Puis je rappelle mon numéro de téléphone, c'est 450-686-0330 à l'association. Merci. Merci. Le vélo est encouragé de plus en plus pour tous les déplacements urbains. Et pour certains, ça peut être considéré comme un objet banal, accessible à tous. Mais dans d'autres pays à travers le monde, le vélo peut vraiment être un élément important dans la vie quotidienne et peut changer la vie de plusieurs personnes. Et depuis 12 ans, il y a un organisme ici qui s'occupe de récolter des vélos pour les envoyer dans des pays en Afrique et en Amérique latine. C'est Cyclo Nord-Sud. Et pour nous parler de la prochaine collecte qui aura lieu à Laval dans quelques semaines, j'accueille Marie-André Pailleur, qui est chargée de projet à Montmorency International et responsable donc de cette collecte au Collège Montmorency. Marie-André, bonjour. Bonjour. Donc, je parlais de cette collecte. Tout d'abord, si on parle de Cyclo Nord-Sud, quel est le concept exact de cet organisme? Bien, en fait, ça a pris naissance dans la tête d'une grande militante écologiste, Claire Morissette. Il y a de cela une quinzaine d'années, elle était en vacances à Cuba, donc dans une région un peu plus rurale de Cuba, et elle voyait les gens se déplacer à vélo un peu partout, donc sur des vieilles bécanes un peu rafistolées, des trucs un peu lourds, sans vitesse et tout ça, mais avec leur charge pour aller au marché, comme autobus scolaire avec les enfants un en avant et un en arrière pour les amener à l'école. Donc, elle s'est rendue compte sur le terrain à quel point c'était utile d'avoir une bicyclette pour certaines personnes qui n'ont pas d'autres moyens de transport pour se déplacer. Et puis, de retour à Montréal, elle voyait des vélos comme ça qui traînaient sur les clôtures, qui traînaient dans les hangars, dont on ne se servait plus parce qu'ils n'étaient pas de la bonne couleur, qu'ils étaient un peu trop lourds, qu'il leur manquait une vitesse, ou tout simplement parce qu'il y avait une crevaison qu'on n'avait pas fait changer depuis plusieurs années. Et c'est comme ça, en faisant 1 + 1, je dirais que Cyclo Nord-Sud a pris naissance dans sa tête. Et elle était très travaillante, persévérante et convaincante. Donc, elle a regroupé autour d'elle des centaines de bénévoles qui se sont mis à récolter des vélos comme ça un peu partout au Québec et qui ont pris dans les 12 dernières années là, le chemin d'une quinzaine de pays du Sud, d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, c'est des milliers de vélos. 42 000 vélos qui sont partis là, de l'entrepôt à Montréal vers l'Afrique et l'Amérique latine dans les 12 dernières années, oui. Donc là, il y aura une collecte le 28 octobre prochain au Collège Montmorency. Donc les gens, ce qu'ils font, ils apportent leur vélo. Et comment ça fonctionne
Donc, c'est ça, c'est la 9e année là, que les employés du Collège Montmorency puis que les membres du comité Équilibre, qui sont les étudiants qui s'impliquent en environnement au cégep, organisent là, cette matinée-là où les citoyens de Laval peuvent venir porter leur vélo. Bien, ça fonctionne, ils se présentent au collège à l'entrée principale, tout simplement, avec leur bicyclette. Sur place, il va y avoir des gens de Cyclo Nord-Sud qui vont être là pour évaluer leur vélo. On demande avec chaque bicyclette une contribution en argent de 15 $ pour nous aider, évidemment, à amener ces vélos-là jusqu'en Afrique ou en Amérique latine. C'est une portion là, de ce que ça coûte. Des grands coûts de transport quand même. Exactement, pour faire tout ça. Donc, ce 15 $ nous aide à faire ça, mais en échange, on fait un reçu aux fins d'impôt de la valeur du vélo et du don en argent. Donc, la personne responsable de Cyclo Nord-Sud va évaluer. Un vélo, ça peut valoir facilement entre 50 et 60 $. Donc, on fait un reçu au fin d'impôt de 75 $ à ce moment-là. Et vous acceptez tous les types de vélos? Oui, bien, c'est sûr qu'on prend les vélos en état réparable. Donc, si ça ne roule pas là, super bien, là, c'est pas grave. Ces vélos-là vont être réparés sur place par les organisations partenaires de Cyclo Nord-Sud, parce que c'est ça l'objectif aussi. L'idée, c'est d'envoyer des vélos, de créer une entreprise d'économie sociale, finalement, au Sud, qui est basée sur le vélo. Donc, on va former des mécaniciens. On va envoyer dans les conteneurs aussi des pièces et des outils. Donc, si les gens ont des pièces de vélo ou des outils dont ils veulent faire don avec leur bicyclette, c'est aussi possible de le faire. Donc, on envoie ça au Sud et puis c'est les gens sur place qui sont formés pour réparer les bicyclettes et remettre tout ça en ordre. Donc, pas de problème. Tous les vélos en état réparable sont acceptés. Il y a des vélos de toute taille, adultes, enfants aussi peuvent être acceptés? Non, pas trop. Bien, évidemment, on préfère les vélos dont les roues ont 20 pouces et plus. Donc, les tout petits vélos pour les enfants, ça, c'est sûr qu'on en a souvent beaucoup là, dans nos hangars. C'est moins ce qu'on recherche parce que c'est moins utilitaire là, une fois rendu dans les pays du Sud. Surtout si on parle de moyens de transport, c'est peut-être plus l'inverse, les adultes qui transportent les enfants plutôt que l'inverse. Ouais. Et donc, cette collecte aura lieu le 28 octobre de 10h à 13h. Et pour les gens qui ne pourraient pas se présenter cette journée-là, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire don de son vélo? Oui, bien en fait, on n'est pas très loin là, de l'entrepôt de Cyclo Nord-Sud qui est situé à Montréal, tout près du marché Jean Talon, sur la rue Saint-Urbain. Donc, si toutefois les gens de la région de Laval ne pouvaient pas venir le 28 octobre au Collège Montmorency, pourrait se rendre à Montréal, là, directement à l'entrepôt de Cyclo Nord-Sud. Donc, toutes les informations sont sur leur site Internet. C'est www.cyclonordsud, en un seul mot, .org. cyclonordsud.org. Ça apparaît en bas de l'écran en ce moment. Donc, ça, c'est l'entrepôt à Montréal. Les gens peuvent y aller à l'année et donc, on va faire l'acheminement au courant. Tout à fait. Ils sont ouverts pendant la semaine là, à l'année. Je crois que le jeudi soir, ils sont ouverts jusqu'à 7 h là, pour les gens qui ne peuvent pas y aller pendant les heures de bureau la semaine, évidemment. On surveillera ça. Donc, une belle façon de donner son vieux vélo à quelqu'un qui va en faire un usage vraiment essentiel dans sa vie. Donc, je rappelle, cette collecte de vélos pour les pays du Sud aura lieu le dimanche 28 octobre prochain de 10h à 13h au Collège Montmorency à Laval. Marie et André Paillard, merci beaucoup d'être venus nous en parler. Ça m'a fait plaisir. Après la pause, ce sera votre vitrine communautaire. Quand on parle d'analphabétisme, souvent on pense que c'est une situation qui a lieu dans des pays sous-développés, des pays pauvres dans le monde. Mais ça touche aussi le Québec, le Canada. On parle d'analphabétisme, mais on parle souvent de gens peu scolarisés, des gens qui ont des grandes difficultés à l'écriture, à la lecture et au calcul. Et pour parler de cette situation, mais surtout des solutions qui sont proposées à ces gens, on accueille deux représentants du groupe Alpha Laval. Tout d'abord, M. François Brassard, qui est coordonnateur de l'organisme Alpha Laval. Bonjour. Bonjour. Et Mme Édith Goyer, qui est intervenante au secteur emploi chez Alpha Laval. Bonjour. Bonjour. Donc, si on parle tout d'abord de l'analphabétisme, c'est quelque chose qui reste préoccupant encore en 2012 pour le Québec. Oui, certainement. Encore aujourd'hui, on parle de 1 300 000 personnes au Québec qui ont des difficultés au quotidien en lecture et en écriture, difficultés importantes à bien traiter l'information. Dans la ville de Laval, on peut parler facilement de 65 000 personnes qui auraient des difficultés
quotidienne en lecture et en écriture, effectivement. Et des personnes qui ne le dévoilent pas nécessairement, et c'est d'où la difficulté et l'importance d'organismes comme vous d'aller chercher ces gens-là pour les aider, parce que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement avouer comme ça à tout le monde, les troubles d'alphabétisme, d'apprentissage qu'on peut avoir. Tout à fait. Les personnes sont très souvent gênées, sont très souvent honte de leur situation. Ils le vivent comme un échec, beaucoup de culpabilité. Donc, les personnes vont souvent se tenir en marge. Les conséquences de l'analphabétisme sur les personnes, c'est souvent une image très négative de soi, faible estime de soi, une marginalisation, exclusion, dépendance beaucoup de l'entourage, de la famille. Donc, effectivement, on ne dévoile pas ça facilement, c'est un secret. Et puis, quand ce secret-là est dévoilé, bien, on est toujours un peu plus fragile. C'est pour ça qu'il y a des façons d'approcher les personnes. Puis, c'est pas toujours facile d'aller les rejoindre et de les recruter et de les inviter à venir participer à des ateliers. Justement, quelle est votre tactique de base pour aller chercher ces gens-là? Oui, il n'y a pas vraiment de stratégie miracle. C'est sûr que les personnes qui sont souvent les mieux placées, c'est celles qui vivent elles-mêmes ces difficultés-là. C'est pourquoi, très souvent, on va demander à nos participants de venir, de nous accompagner lors de kiosques, de tables d'information pour aider justement à la rencontre de ces personnes puis leur parler de l'impact des ateliers dans leur vie. Au-delà de ça, bien, on finit toujours par trouver quand même des formules, que ce soit par le biais, effectivement, du Babillard à TVRL, quelques courtes phrases qui peuvent éventuellement rejoindre des personnes qui ont des difficultés ou encore des gens qui connaissent des personnes et qui peuvent nous les référer. C'est ça qui pourrait leur donner envie de se sortir de cette situation qui les maintient, vous le disiez, dans un état de dépendance face à leur entourage ou... Tout l'aspect sensibilisation aussi qu'on fait à notre organisme aide là, à faire connaître l'organisme, à faire connaître les services, puis comment on peut aider ces gens-là. Et les gens qui font appel à vos services, c'est des gens de... Si on dresse un peu le portrait, ce serait des gens dans quel... bon, si on peut dire quelle classe sociale... Bien, une des causes principales de la problématique puis de la reproduction de la problématique, c'est malheureusement la pauvreté. La pauvreté est encore très, très présente. Et c'est probablement le facteur le plus important actuellement. La majorité des personnes qui ont des difficultés en lecture-écriture sont des personnes plus démunies. Évidemment, il y a d'autres causes, des raisons familiales, des fois manque de soutien à la maison par des parents qui eux-mêmes sont moins bien outillés, manque de ressources en milieu scolaire. Donc, généralement, les personnes qui viennent au groupe Alpha Laval ou qu'on accueille, ce sont des personnes qui vivent souvent de faibles revenus. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est très souvent des personnes qui ont un faible revenu. Et qui, pour elles, l'école ne représente pas un milieu très accueillant non plus. Elles peuvent avoir des souvenirs assez douloureux du passage à l'école. C'est intéressant ce que vous soulevez là, parce qu'effectivement, la façon d'offrir... disons, de l'aide, du soutien au groupe Alpha, c'est de donner des ateliers en petits groupes, des ateliers de 5 à 10 personnes qui permet aux personnes de se sentir à l'aise, plus confortables, parce qu'en milieu scolaire, les groupes sont plus nombreux et parce qu'ils ont vécu de l'échec en milieu scolaire, bien, très souvent, ça demeure présent chez eux. Fait que, si on parle de classe, les gens vont être des fois souvent plus réfractaires à venir faire un tour. Si on parle d'atelier avec un petit groupe où ils peuvent prendre le temps de rencontrer les gens, de reprendre confiance en eux, surtout quand on leur dit que tout ça se déroule à leur rythme, avec des sujets qui préoccupent les adultes, des sujets d'intérêt pour eux, déjà, c'est quelque chose de gagnant. C'est ça. Donc, eux font partie du processus d'apprentissage, peuvent suggérer, comme vous le dites, des thèmes. Tout à fait. On est en milieu communautaire, c'est un organisme autonome. Donc, l'organisme appartient aux personnes, les personnes suggèrent, sont présents dans les différentes instances de l'organisme, tant au conseil d'administration, présents aux assemblées générales, évidemment, parce que c'est l'assemblée des membres, mais ils sont là pour suggérer. Puis dans les groupes ateliers, les groupes sont autonomes et les gens demandent. On leur prend le temps d'accueillir leurs demandes puis leurs idées, parce que ce qu'ils vont apprendre, c'est à partir des sujets qui les intéressent et qui les touchent eux comme adultes. Et c'est ça, donc ils vont avoir un impact vraiment dans leur vie quotidienne. Et ces gens-là qui s'inscrivent à ces ateliers, combien de temps vont-ils être avec vous? Ça dépend.
Ouais. Les personnes peuvent être avec nous pour une seule année parce que dans ce temps-là, ils auront fait un pas qui les amènera ailleurs. D'autres vont être avec nous durant quelques années, plusieurs années, parce qu'à raison de 30 semaines par année, 1 à 2 fois par semaine, parce qu'on fonctionne avec des subventions. On n'a peut-être pas les subventions à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Donc, les subventions étant limitées, on ne peut pas offrir davantage que 2 ateliers aux personnes par semaine. Donc, à ce rythme-là, ça prend quand même un certain temps. Et les gens... le groupe atelier est aussi un lieu de participation. Le groupe Alpha Laval offre un lieu de participation pour que les personnes reprennent confiance en elles. Donc, le fait... Et ça se fait tranquillement aussi. Bien, c'est ça, exactement. Puis au rythme des personnes. Fait qu'ils viennent chercher le soutien dont ils ont besoin pour avancer, pour cheminer. Il y a des apprentissages qui se font. Et à un moment donné, pour des raisons qui leur sont personnelles, vont sortir de l'organisme, vont aller ailleurs, cheminer ailleurs, continuer. Des fois, ils nous reviennent. Des fois, ils partent après un certain temps. Il doit se développer un lien de confiance également avec les gens chez vous. Et bon, on parle d'impact dans la vie quotidienne. La plupart sont des adultes qui travaillent aussi depuis longtemps. Et on peut imaginer que ça a un grand impact, le fait d'apprendre à se débrouiller en lecture, en écriture, au niveau de l'emploi. Et c'est votre secteur, donc, au groupe Alpha Laval. Comment vous aidez les gens, justement, à peut-être se trouver un meilleur emploi? Bien, en fait, c'est pas nécessairement un meilleur emploi. Souvent, c'est des personnes qui sont sans emploi, qui viennent vers notre organisme pour se faire aider à intégrer le marché du travail. C'est une démarche qu'on offre qui dure 13 semaines. On a une entente de service avec Emploi Québec maintenant depuis 13 ans. Donc, on fonctionne aussi par petits groupes, 4 groupes par année. Puis, ça s'adresse aux personnes qui veulent intégrer le marché du travail rapidement, qui ont 18 ans et plus aussi, puis qui ont moins d'un secondaire 3, puis qui parlent et qui comprennent bien le français aussi. Puis, pendant toute cette démarche-là qui dure 13 semaines, on les accompagne à reconnaître leurs compétences en tant que travailleurs. On fait de la connaissance de soi. On les aide aussi également à reprendre confiance en eux. On les aide à reprendre confiance aussi dans leur capacité pour apprendre. Puis c'est sûr que, bien évidemment, pendant ces 13 semaines-là, on les aide beaucoup dans tous les aspects de leur recherche d'emploi, que ce soit pour les aider à faire un CV, à faire une pratique d'entrevue d'embauche ou à regarder des offres d'emploi, puis aussi à utiliser beaucoup les outils informatiques qu'il faut utiliser maintenant pour faire de la recherche d'emploi. Donc, mais ce sont des personnes qui ont souvent été travailleurs, mais que là, dans un instant de leur vie, sont sans travail, puis qui n'ont pas nécessairement eu à chercher un travail parce qu'il y a 20 ans, on ne faisait plus de la recherche d'emploi comme on le fait maintenant. Donc, c'est très différent pour eux. Et souvent, c'est des gens qui ont participé à des ateliers? Des fois. Préalablement, et ensuite, ils font ce programme d'emploi? Bien, c'est pas une exigence qu'on a qui participent à nos ateliers d'alphabétisation avant, parce que pendant la démarche au niveau de l'emploi, c'est sûr qu'on fait de l'alphabétisation aussi avec eux, mais par le biais, là, plus de leur expliquer des choses par rapport à l'emploi. Mais ça arrive des fois, oui, qu'ils participent à nos ateliers, puis là, on apprend à les connaître, puis on voit leurs besoins qu'ils ont, puis là, on leur propose. Ou l'inverse, des personnes qui ont passé par le cheminement au niveau de l'emploi, puis qui désirent continuer à maintenir leurs acquis qu'ils ont développés pendant la démarche au niveau de l'emploi, même si suite à notre démarche qu'ils ont fait avec nous, ils ont intégré le marché du travail, bien, on leur offre de venir encore plus loin. C'est ça, maintenir surtout leur acquis. Maintenir. Et comment les gens font s'ils veulent donc participer ou vous rejoindre? Vous avez un site Internet? On a un site Internet, le groupe alphalaval.com. C'est souvent le téléphone qui est le moyen le plus facile pour les gens. Du côté de l'alphabétisation, c'est le 450-669-3232. Du côté de l'emploi, c'est le 450-669-6109. Les gens sont bienvenus en tout temps. Puis, comme le mentionné Edith, à partir du moment où les gens sont aidés pour une première fois, les gens, la remarque qui nous est faite le plus souvent, c'est « j'ai l'impression que je me suis fait un cadeau ». À partir du moment où ils ont accepté, ils ont vu quel type d'aide on peut leur apporter, les gens
ensuite s'ouvrent beaucoup plus facilement et n'hésitent pas à ce moment-là à demander de l'aide. Il faut que leur vie change tout à fait. pour le mieux. Mais merci beaucoup à vous deux, M. Brassard, Mme Gouaillé de groupe Alpha Laval. Merci. Merci. Il y a un service bien connu depuis des années à Laval, celui des popotes roulantes qui aident les gens en difficulté, la plupart des personnes âgées, au niveau des repas quotidiens. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille deux personnes donc bien dévouées à cette cause des popotes roulantes. Tout d'abord, le coordonnateur des popotes roulantes de Laval, M. Charles Rollet. Bonjour. Bonjour. Et un bénévole qui est là depuis le début, M. Régent Maillette. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, M. Rollet, brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une popote roulante, quels sont les services que vous offrez? Alors, le service des popotes roulantes, ce sont des repas chauds qui sont livrés à domicile pour un montant de 5 $ à peu près, ou même moins que ça parfois, à des personnes âgées ou en perte d'autonomie. Il faut dire que dans Laval, il y a 1600 personnes qui reçoivent des repas comme ça. L'an passé, les 9 popotes de Laval ont servi 107 000 repas à des personnes comme ça. Et c'est un service qui est très, très apprécié. Et il faut dire que le service est assuré par une centaine d'employés et 500 bénévoles, dont l'âge moyen est à peu près 68-70 ans. On a calculé l'an dernier qu'il y avait 92 personnes de plus de 75 ans qui font du bénévolat dans les popotes roulantes. Et M. Maillette est un de ces-là. Oui. Donc, pour les plus jeunes qui hésitent encore à faire du bénévolat, on a l'exemple des plus vieux qui nous démontrent que c'est quand même facile d'intégrer peut-être le bénévolat dans sa vie et de rester une belle façon de rester actif. Mais on retire énormément de satisfaction au fait de faire du bénévolat. Dans Laval, il y a 60 000 personnes qui font du bénévolat dans les sports, dans les mouvements culturels, dans le mouvement communautaire. Et encore une fois, ce sont des gens dont l'exemple peut inciter d'autres personnes, en fait, parce qu'on en a toujours besoin. S'il fallait que le gouvernement paye tous ces bénévoles-là, il y a beaucoup de services qui ne seraient pas rendus parce que l'État, maintenant, n'a plus assez d'argent pour payer tous les services. C'est ça, et c'est pour ça que c'est très important et on en reparlera dans quelques instants avec M. Maillette. Mais sinon, pour parler un peu plus donc des services de la popote, comment les gens peuvent faire pour faire appel au service des popotes roulantes? La façon la plus directe, si une personne est en perte d'autonomie, soit de façon temporaire, par exemple une personne qui sort de l'hôpital, qui a besoin d'aide pour préparer ses repas. Alors, ces gens-là, comme les personnes âgées en perte d'autonomie, peuvent faire appel directement au CLSC, à leur intervenant du CLSC. Mais il y a aussi un numéro de téléphone du Centre de santé des services sociaux de Laval, qui est le service d'accueil de première ligne. Le numéro de téléphone, c'est le 450-627-2530, poste 64 922. C'est un numéro compliqué. On va l'inscrire de toute façon. Mais on essaie d'inciter le Centre de santé des services sociaux pour donner un numéro d'accès plus facile. À Québec, par exemple, là, on fait 211 et puis on a accès à l'information et à la première ligne au Centre de services sociaux. À Laval, si vous avez besoin de renseignements sur Laval, faites 311, puis il y a quelqu'un de la ville de Laval qui va vous répondre. Et qui va vous orienter. Qui va vous orienter vers le service. Il faudrait que dans le Centre de santé des services sociaux, on ait ce service-là qui, de toute façon, est disponible à Québec. Dans la région de Québec, dans la région des Appalaches, ils font le 211 et ils ont le service. Alors, on va faire des pressions pour obtenir que Laval aussi ait un service d'information et d'accès à première ligne au Centre de santé et des services sociaux 211. Facile à retenir. Oui. Et sinon, pour revenir à cette histoire donc formidable de M. Maillette, qui est bénévole depuis le tout début de l'existence des popotes roulantes à Laval, depuis 36 ans. Depuis 73, 74. Ça commence à débuter avec... Simone m'appelle et elle dit « Régent, pourrais-tu me donner un coup de main? » Elle dit « On aurait des gens qui auraient besoin d'un dîner, là, 2 fois par semaine. » Ah oui. Elle dit « Tu irais livrer ça. » Puis bon. Fait qu'elle dit « J'ai des compagnes, là, comme André Berthelet, qui vit encore. Simone est décédée.
Et puis, ils préparaient ça dans les cuisines, en maison privée, puis ils apportaient les chaudrons, puis le chaudron de soupe, puis de roast beef, puis tout ça, puis on portait ça au sol de la paroisse, sur le sol de l'église, puis on partait avec 3 assiettes. Et puis on allait livrer ça chez des gens. Directement comme ça, avec le plateau? Dans une boîte de carton, là, puis ils enveloppaient ça, puis tout ça, et puis on apportait le repas. Et puis ça a commencé comme ça. C'était 75 sous par repas. Aujourd'hui, c'est 5 $ du repas. Mais on a plus que 3 repas. On a... Saint-Rose, nous autres, on distribue environ 68, 75 repas par jour. Par jour? 2 fois par jour. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté donc fidèle aux popotes roulantes pendant toutes ces années? J'étais disponible. C'était de 11h à 12h30. Puis là, j'arrivais puis je dînais à la maison. Mais c'était 1 heure, ça, 2 fois semaine. Je pouvais me permettre ça. Je ne poinçonnais pas à mon travail puis tout ça. Et puis, j'ai persisté, puis j'aimais ça. C'est ça, parce que vous aviez la disponibilité, mais c'est aussi, vous auriez pu vous reposer pendant l'heure du midi. Oui, mais les moyens vous en retiriez quelque chose de très Puis positif. j'avais l'agrément de rencontrer des gens, puis tout ça. Puis enfin, le contact humain, là, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup dans le bénévolat. Puis c'est donnant-donnant. Hein? Tu t'apportes et puis ils sont reconnaissants, les gens. On pourrait en parler des heures de vos expériences, c'est sûr, sur 36 ans. Mais si on revient aux popotes de Laval, M. Rollet, il y en a qui sont subventionnés à Laval et il y en a d'autres que non. Oui, artisanal. Et il y a des activités aussi que vous organisez pour financer les popotes roulantes. Oui, il y a, comme dans la popote de Sainte-Rose, qui ne reçoit absolument aucune subvention de l'État, ils ont obtenu de l'aide de bienfaiteurs, d'institutions, comme je pense la Caisse populaire, je pense que ça a aidé beaucoup. Caisse populaire. Et ça a permis à la popote de Sainte-Rose... Les députés aussi ont fourni aussi plusieurs cent piastres. Même des milliers de dollars. Oui. Il y a une soirée bénéfice qui arrive bientôt, dans quelques jours, le 27 octobre. Samedi 27 octobre, là, on a décidé de réorganiser une soirée de bénéfice, une soirée de poker. Et avec l'aide de professionnels, les gens ont tellement apprécié ça. On avait fait ça au mois de mars. Et les gens ont tellement aimé qu'on a décidé de répéter l'expérience. Alors, c'est une soirée de poker. Les gens sont bienvenus. Ça se fait à la place des aînés, sur le boulevard Curie-Labelle. Oui. C'est encadré par un organisme professionnel dans lequel a évolué... Je pense que c'est Stéphane Duhamel, celui qui a gagné 9 millions, là, qui continue de gagner des millions. Là, Duhamel, mais c'est... c'est ça. Pas Stéphane, Jonathan Duhamel. Jonathan Duhamel. C'est ça. Alors, mais non, mais c'est pour s'amuser. Là. Et en même les temps, gens, s'ils veulent y aller, c'est le samedi 27 octobre. Samedi 27 octobre, c'est ça, à 21h. Et la dernière fois, ça a été extrêmement... Moi, les cartes, j'aime pas beaucoup ça parce que ça me rappelle mon ancien temps. Mes parents, avec mes oncles, mes tantes, jouaient dans la nuit du samedi au dimanche. Ça se chicanait. Mais c'est pas ça du tout maintenant. Mais là, c'est positif parce que ça va servir à amasser des fonds ça va pour les popotes. Oui, c'est ça. C'est très agréable. La dernière fois, là, à la table finale, là, il y a 3 personnes qui n'avaient jamais joué. C'est le hasard des cartes. Et à la toute fin, il y avait 2 personnes qui restaient. Il y avait un gars qui avait un petit montant de jetons et l'autre avait les recettes de toute la soirée. Mais le petit a mangé le gros complètement. C'était très, très amusant. Puis il a gagné 1 000 $ parce qu'il y a des prix de 2 500 $ de cette soirée-là. 2 500, ça serait donc à surveiller, mais c'est déjà tout le temps qu'on avait pour parler des popotes de Laval. Je rappelle, si les gens veulent avoir plus d'informations, il y a un site Internet popoteroulante.org et il y a les numéros de téléphone également que vous avez donnés plus tôt dans les C3S ou les CLSC de Laval. Monsieur Rollet, Monsieur Mayette, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir. Ça nous fait plaisir.
Alors, on termine cette émission de Laval en bref aujourd'hui en lançant un appel aux jeunes comédiens qui veulent avoir une expérience dans un théâtre de marionnettes. C'est le théâtre de Polichinelle à Laval qui recherche des jeunes, oui. Et pour en parler, on accueille le président fondateur et des marionnettes du prochain spectacle Casse-Noisette, Luis Saraiva. Bonjour. Bonjour. Donc, pour le prochain spectacle qui aura lieu en décembre prochain, Casse-Noisette, vous recherchez 2 jeunes comédiens. Oui, on cherche 2 comédiens qui seront intéressés à s'entraîner professionnellement avec nous. Et comme cette marionnette, il y a 2 faces. Oui. Les couleurs, pour nous, importent peu. On n'a pas de problème. Mais ce sont des comédiens jeunes, ou même âgés, ça ne me dérange pas, mais qui ont en tête l'amour du théâtre, il faut le faire du théâtre. Et nous, on les entraîne. Ça veut dire qu'on a toujours été, depuis 42 ans, une troupe d'entraînement de professionnels. Ça veut dire qu'ils passent chez nous, après ils vont faire carrière à Radio-Canada, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont passées comme ça, malgré qu'on a une école de théâtre aussi à Laval, mais ça n'a rien à voir. L'école de théâtre a 2 objectifs: développer les enfants pour les cours avec les techniques de théâtre, pour l'école elle-même. Mais les comédiens qui passent chez nous, c'est la troupe professionnelle, Théâtre de Polichinelle, qui présente des spectacles toujours en tournée. Et une forme particulière de théâtre, théâtre de marionnettes. Ce spectacle-ci, c'est un spectacle sur Casse-Noisette, dont Casse-Noisette, non pas le concert, non pas ce que fait les grands ballets canadiens, oui. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est que j'ai écrit une histoire partant de l'original d'Alexandre Dumas. Oui. C'est Alexandre Dumas qui a écrit Casse-Noisette. Et moi, j'ai écrit une pièce partant de cet original du Runel, qui est fait avec les comédiens et marionnettes. Et donc, les comédiens que vous recherchez devront être comédiens d'abord, un petit peu, une formation. Tout au moins un petit peu. Moi, je vais les entraîner. Et après, même s'ils ne vont pas travailler avec des marionnettes, je vais les entraîner pour la marionnette. Et vous les cherchez pour quand? Bien, je les cherche pour tout de suite. Ça veut dire qu'ils appellent au numéro de téléphone pour qu'on fasse un rendez-vous. Parce que moi, je suis contre les auditions. Ah, okay. Ça veut dire, je fais bien des auditions, je me suis fait avoir, alors j'aime pas ça. Mais alors, on rencontre le comédien parce que c'est une troupe très particulière. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende, qu'on s'aime bien les uns les autres, dont l'amitié est la base de l'existence de la compagnie. C'est pour ça que l'organisation financière, etc., même s'ils sont des amateurs, quand on fait du spectacle professionnel, on les paye. Et on les paye dans une base union des artistes, avec per diem, transport, hôtel, tout est payé à part, le per diem est net. Et c'est pour des spectacles en décembre, donc, le spectacle en décembre, on fait 7 ou 8 représentations en décembre de Casse-Noisette. Et à travers le Québec, c'est des marionnettes de ça sera dans plusieurs villes du Québec. Oui, on va à Québec, à Trois-Rivières, à Joliette, à Gatineau, ici à Laval, à Châteauguay. Justement, à Laval, en parlant du spectacle à Laval, pour ceux qui seraient intéressés à voir le spectacle, qui ne sont pas comédiens, il y aura une journée le mardi 18 décembre à la Polyvalente. Le matin. Oui, le matin, à 9h45 le matin. C'est à la Polyvalente Curie-Labelle dans Sainte-Rose. Si vous voulez voir ce spectacle Casse-Noisette. Et sinon, on va donner le numéro de téléphone pour les comédiens qui seraient intéressés à faire partie du théâtre de Polichinelle. 450-629-8530. Téléphoner pour qu'on se donne rendez-vous. On va boire un café, on va discuter, on va se regarder la face à savoir si on s'aime bien ou pas. Et après, on ne fait pas des auditions, mais ils vont avoir 2-3 répétitions avec moi pour voir si on s'entend à travailler ensemble. C'est très particulier, l'attitude chez nous face au théâtre. Alors, si on s'entend bien, on embarque alors pour la tournée. Donc, il y a une période d'essai des 2 côtés aussi pour voir si les gens... Ça va, si on s'entend bien, si on s'aime bien. Et la suite, c'est qu'il va y avoir des nouveaux spectacles qu'on va faire pour les adultes, un spectacle public sur la langue française, des scènes célèbres de théâtre, de poésie, etc. Parce qu'on va essayer de faire les Québécois aimer, pas parler, mais aimer la langue française. La langue française. Ça, on parle beaucoup, mais on fait rien pour l'aimer. Ouais. On vous recevra d'ailleurs dans les prochaines semaines pour nous parler de ce projet sur la langue française. Sinon, on lance donc cet appel pour les jeunes comédiens qui veulent faire partie du théâtre de Polichinelle sur ce spectacle de Casse-Noisette. Oui. Ah, c'est là, la caméra. Salut!
La marionnette vous invite elle-même à faire partie de cette troupe. Louis, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Espérons qu'il y a des gens qui sont intéressés. Appelez, oui, appelez. Merci. C'est déjà tout pour Laval en bref cette semaine. C'était Anne-Marie Kerouac avec vous. J'aimerais remercier les invités d'aujourd'hui, également la Ville de Laval. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez nous écrire en tout temps à info@tvrl.ca. Bonne semaine!